Dissimulé derrière des remparts en briques rouges, ce complexe de près de 25 hectares devient au XVIe siècle la plus grande manufacture du monde, employant près de 16 000 ouvriers. La flotte vénitienne était exceptionnelle. C'est vraiment la base de la puissance vénitienne. Elle fournit les navires dont les Vénitiens ont besoin à la fois pour la navigation commerciale et pour la guerre, particulièrement quand Venise se constitue en grand empire. Ils sont très novateurs. Ils construisent certains des navires les plus avancés technologiquement du monde à l'époque. Ils innovent aussi considérablement sur le mode de construction. Pour la première fois au monde, l'infrastructure du bateau se déplace le long d'une ligne de production selon un ordre bien précis, comme dans les usines modernes. En cale sèche, les charpentiers commencent par construire l'ossature qu'ils bardent ensuite de planches de bois. Dès que la coque peut flotter, elle est immédiatement remorquée d'un dock à l'autre. Les cabines sont d'abord ajoutées, ensuite les mâts, puis les différents équipements, cordage, voile, canon, ancre ou encore rames. Il n'y avait pas d'attente. C'était une séquence de construction presque à la chaîne, comme les chaînes qu'on a aujourd'hui pour construire les voitures. À l'apogée de l'arsenal, les ouvriers étaient capables de construire une galère par jour ou presque. Une véritable prouesse en termes de production pour l'époque. Venise se retrouve alors à la tête d'une flotte extraordinaire et devient le premier empire colonial et l'une des cités les plus puissantes du monde médiéval. La flotte vénitienne est évidemment capitale pour expliquer la puissance de la République. Flotte qui est à la fois une flotte militaire, une flotte de guerre et une flotte commerciale. Ce qu'il faut aussi bien mettre en évidence, c'est que l'expansion commerciale vénitienne est aidée, soutenue, accompagnée par une politique extraordinairement agressive. C'est-à-dire que c'est vraiment la flotte de guerre aussi qui explique et favorise l'ascension économique vénitienne. C'est peu de le dire. En 1400, le revenu par habitant à Venise est 15 fois plus élevé que celui à Londres ou à Madrid. Cette richesse va s'exprimer dans la ville. Un projet en particulier leur tient à cœur. Construire un pont capable de joindre les deux rives du Grand Canal, projet qui se révèle être beaucoup plus compliqué que prévu. Large de 60 mètres par endroit, le Grand Canal semble impossible à franchir. Pourtant, relier le quartier commercial du Rialto au quartier politique et religieux de Saint-Marc devient de plus en plus indispensable. Pendant des siècles, les architectes tentent donc de construire un pont solide. Sans succès. Ce n'est qu'en 1181 qu'est érigé pour la première fois sur le Grand Canal un pont flottant en bois. On ne connaît pas avec certitude les raisons de sa destruction. Mais les suivants connaîtront tous le même destin. En 1310, le nouveau pont, agrémenté d'une partie mobile pour permettre le passage des bateaux à mât, est incendié lors d'une émeute. Restauré, il s'effondre en 1444, puis une nouvelle fois en 1524 parce que trop fréquenté. Au XVIe siècle, après un nouvel effondrement d'un pont en bois, les Vénitiens décident de construire un pont en pierre. L'architecte chargé de la reconstruction s'appelle Antonio da Ponte, un nom prémonitoire. Et son projet, même s'il a été critiqué à l'époque, est celui qui a été choisi. C'est celui qui a résisté à l'épreuve du temps, car le pont est toujours debout aujourd'hui, malgré les hordes de gens qui le traversent chaque jour. La structure qu'il a imaginée n'est constituée que d'une seule arche en pierre d'Istrie de plus de 28 mètres et d'un poids considérable pour le sol boueux de la lagune, près de 9000 tonnes, soit presque le poids de la Tour Eiffel. Pour contrebalancer la poussée latérale de la grande arche et éviter qu'il ne s'écroule, 6000 pieux de bois sont enfoncés de chaque côté, mais sur 3 niveaux,
une solution tout à fait originale. Il a imaginé un système de fondation avec des pieux mais par paliers. Il y a en quelque sorte 3 marches. Une au niveau le plus bas, une au milieu et une dernière au plus haut niveau. Ainsi, cette structure inclinée peut supporter le poids horizontal du pont. La structure se serait écroulée si les pieux avaient été disposés tous au même niveau. Mais l'architecte a trouvé cette solution en escalier qui, je crois, n'a été utilisée que pour le pont du Rialto. Sur ces fondations, de gigantesques blocs de maçonnerie constituent la culée. Les pierres sont placées avec une inclinaison opposée à l'arche, toujours de manière à contrecarrer sa force, et fermées par 2 rangées de pierres disposées horizontalement. Inauguré en 1591, après 3 ans de travaux, ce pont, devenu l'un des symboles de Venise, constitue un exploit technique dans l'environnement marécageux de la ville. Sa conception est une merveille d'ingénierie. Il y a vraiment cette idée d'un pont qui doit résister. Le pont du Rialto n'est que l'un des nombreux travaux entrepris dans la Sérénissime. À partir du XIIIe siècle, les Vénitiens s'attellent à faire de leur ville, pour reprendre une expression du Corbusier, le New York du Moyen-Âge. La place Saint-Marc, notamment, devient le reflet de la puissance de Venise. Les fonctions politiques et religieuses sont toutes concentrées sur la place Saint-Marc, et ce dès le 8e ou le 9e siècle. C'est le moment où ils ont commencé à construire certains des bâtiments politiques et religieux les plus importants sur cette place. Le pouvoir politique est abrité dans le palais ducal. Il est centralisé entre les mains du Doge, dirigeant de la République de Venise. Construit une première fois au IXe siècle, sa physionomie actuelle, sublime exemple d'architecture gothique, est le fruit de reconstructions et d'agrandissements notables ayant eu lieu à partir du XIIIe siècle. Les fonctions religieuses, quant à elles, sont concentrées dans le bâtiment qui se trouve juste à côté, la basilique Saint-Marc. La basilique Saint-Marc était à l'origine la chapelle privée du Doge, puis elle est devenue l'église la plus importante de Venise. Elle a été construite aux alentours du IXe siècle pour abriter les reliques de Saint-Marc que des marchands vénitiens avaient volées à Alexandrie en Égypte. Et c'était normal à l'époque de construire une église importante pour abriter ces reliques. Saint-Marc étant un des 4 évangélistes, elle donnait à Venise un tout nouveau pouvoir religieux. L'édifice que nous admirons aujourd'hui, comme très souvent à Venise, a été plusieurs fois reconstruit et embelli. En revanche, contrairement au Palais des Doges, la forme de l'église, elle, n'a pas changé. Elle forme un plan en croix grecque, composé de 4 bras égaux, surmontés chacun par une coupole, tandis qu'un autre dôme se trouve en son centre. C'est l'une des très rares églises byzantines d'Occident. Dès sa construction, ses dimensions sont très imposantes, 76,5 mètres de long et 62,6 mètres de large, ce qui est monumental pour un édifice vénitien. Seulement, à partir du XIIIe siècle, le palais des Doges n'en finit plus de s'agrandir et finit par surplomber la basilique. Les architectes cherchent donc une solution pour surélever les coupoles sans ajouter de poids à l'édifice. Ils construisent alors de grandes charpentes en bois qui les ont considérablement rehaussées elles aussi. Elles les ont rendues à nouveau visibles malgré la présence du nouveau palais ducal, qui devait probablement les cacher.